finalement, du fait d'avoir été quand même assez distante, parce que ça a été une période où j'étais plus en connexion avec G, j'étais un peu distante, etc. Elle est revenue, tic tic tic, comme dans une bonne petite relation toxique. Et il m'a dit, c'est bon, je peux venir en France. Du coup, il est venu et j'avais préparé un séjour de fou. On était allé d'abord dans le sud, auprès de ma famille dans le sud. J'avais montré mes plages préférées, qui est Sainte-Croix, de toute la terre entière. J'avais fait manger des chichis après la plage, comme c'était la tradition chez nous. On est allé au bowling, parce que j'étais jamais allé au bowling. Ensuite, on était monté à Paris pour encore voir une autre partie de ma famille et aussi faire aller à Euro Disney. Donc, et on a pris le train, il n'avait jamais pris le train de sa vie. Donc j'ai fait prendre le train, on a fait tout un tour à Euro Disney, on a visité Paris. Et ensuite on est allé à Nantes, chez ma mère. Et puis, et de là, je l'ai emmené au Mont-Saint-Michel, où moi, j'étais jamais allée non plus. Là-bas, je me suis acheté, je me rappelle, l'anneau du Seigneur des Anneaux. Bref, on a fait un séjour magnifique. Enfin, j'ai fait en sorte que ce soit le rêve pour lui, pour nous, et que ça soit tellement génial qu'il veuille plus me quitter, tout simplement. C'est le but. Voilà. Bon, en même temps, évidemment, c'était un peu teinté de tristesse parce que il avait toujours du mal à se projeter, à faire des projets et tout. Et moi, je me disais, bon, bah là, voilà, il va repartir. Je sais pas, non plus, toujours pas quand est-ce qu'on va se revoir et ça va refaire comme avant. Et j'avais pas envie de revivre cette douleur. Et donc, j'avais dit, bah moi, je m'en fiche. De toute façon, dans un mois, à peu près, parce que là, je pourrais pas tenir plus d'un mois. Dans un mois, je viens à La Réunion. Donc ça aurait été pour un mois et finalement j'ai mis 2 mois, mais finalement je suis allée juste après Noël. J'ai passé Noël dans ma famille et puis pour le jour de l'an je suis allée à La Réunion, donc je suis allée chez lui, j'ai rencontré ses parents, sa maman. Ses parents étaient divorcés donc on était chez sa maman. Voilà, je me rappelle que sa maman était pareil, un peu mais qu'est-ce que tu fais avec mon fils, qu'est-ce que tu lui veux, en gros c'était ça. En fait, là-bas, on aurait dit c'était pas possible d'être amoureux, en fait. Ils ne comprenaient pas du tout ce que c'était l'amour et il fallait absolument qu'il y ait quelque chose de... je sais pas, qu'il y ait une utilité par derrière, qu'il y ait un vice caché, qu'il y ait un pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mon fils... Enfin bref, très très bizarre. Mais bon. Donc là-bas, j'ai rencontré ses amis, on a fait la fête pour le jour de l'an sur la plage, on a fait des randonnées, j'ai découvert un peu plus la vie en tant que locale en fait. Voilà, donc c'était super et je suis repartie et en fait le but là c'était que lui vienne en France. Enfin on a fait tout un projet de vie, ça y est, le projet de vie commençait à se former et il devait venir en France. Lui son métier lui plaisait pas trop, il était dans le marketing. Et il avait identifié qu'il aurait bien aimé être aide-soignant. En plus, les concours, je crois, étaient plus faciles en France métropolitaine qu'à La Réunion. Et donc, du coup, c'était ce projet-là. Son père était à fond, d'accord. Et il y avait juste sa mère qui était... Je pense qu'elle cautionnait pas du tout. Et qu'elle me trouvait très bizarre. Bref. Elle me trouvait trop émotive aussi parce que je pleurais quand j'écoutais une chanson, je pleurais et elle trouvait que ça cachait quelque chose alors que ça cache juste que je suis sensible. Et même moi à l'époque, pareil, je l'assumais pas trop, donc je me disais elle a peut-être raison, peut-être que j'ai un problème. Bref. Et donc voilà, j'étais raccrochée à ça. Faut garder à l'esprit que je me suis quand même toute transformée pour cette relation et je pense que j'ai tout fait beaucoup. Et d'ailleurs il y avait la thérapeute de Sanary qui me suivait toujours à distance de temps en temps et je disais mais j'ai l'impression que j'ai un problème et arrêtez pas de me dire mais vous avez pas de problème, arrêtez de dire que vous avez un problème, vous avez pas de problème, le problème c'est les personnes que vous rencontrez, dont vous tombez amoureuse, vous n'avez pas de problème. Vous voulez faire les choses correctement, vous avez un amour qui est sain. Et moi, je dis, mais je comprends pas pourquoi à ce moment-là, je bouillonne à l'intérieur, pourquoi j'ai l'impression d'être un monstre, parce que j'ai des colères que je contiens, que j'ai envie de pleurer ou que je vois rouge. Mais en fait, non, je m'énervais jamais. Mais je veux dire, je voulais pas que ça sorte parce que j'avais peur que si ça sortait, c'était la fin de ma relation. Et elle me disait, mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que tout ce que vous étouffez, déjà de une, c'est légitime, vous pouvez pas étouffer des émotions.
Si elles sortent, c'est qu'il y a une bonne raison et il faut écouter cette raison-là. Ça vous donne une information, ça donne l'information que vous n'êtes pas bien. Et si vous n'osez pas et si vous n'êtes pas libre de les exprimer, par peur que ça s'arrête, dans ce cas, c'est vraiment pas la bonne personne parce que sinon, il serait censé peut-être au moins entendre les choses. Et donc là, voilà, j'en étais là et c'était toujours assez compliqué. Et puis en fait, à un moment donné, on se Skype et puis il me dit, c'est terminé. Mais là, la souffrance que j'ai ressentie, c'était inimaginable. J'ai hurlé, j'ai pleuré et je lui ai dit mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et il disait, et il a pleuré aussi un petit peu. Il a dit non mais c'est pas toi, c'est que je peux pas. Et moi j'ai essayé de savoir, de décortiquer, etc. Il me disait non, je peux pas. Et puis après, j'ai plus jamais entendu parler de lui. Il a tout bloqué. Et donc, moi, ça faisait 1 an et demi. Pour la première fois depuis que je fais mes vidéos, j'ai croisé des personnes qui marchaient. Alors que d'habitude, je ne croise jamais personne. Donc, j'ai dû couper la caméra et puis aller marcher un petit peu. Si j'avais pu continuer un petit peu avant d'être interrompue, j'aurais certainement dit que si j'avais ressenti autant de souffrance, malgré que j'avais des frustrations, c'est vrai quand je m'écoute, je me dis j'aurais pu me dire tant mieux que ce soit fini parce que je souffrais trop. Mais sur le moment, j'arrivais pas du tout à voir ça. J'avais l'impression qu'on allait arriver à quelque chose, enfin un projet de vie commun après tant d'attentes et tant de souffrances, et je me disais que ça aurait mérité finalement toute cette frustration allait avoir une fin. J'avais pas du tout vu que je m'étais remise sans cesse en question parce que j'étais convaincue que c'était moi qui avais un problème, donc à chaque fois qu'il reculait ou que ça n'avançait pas ou que je le sentais distant, il disait oui, puis après des peut-être, je pensais toujours que ça venait de moi. Donc sans cesse, j'analysais tout et j'essayais de faire en sorte que moi, mon comportement ne crée plus ce genre de choses. Mais alors, en fait, en faisant ça, c'était horrible parce que là, on est vraiment sur une perte d'identité quasi totale en fait, parce que je modifiais sans cesse mon comportement en fonction de ses réactions. Ma personnalité qui était déjà assez fragile, à la construction assez fragile comme on l'a vu, je l'ai totalement perdue par manque de conviction en qui j'étais, par manque de stabilité de ma personnalité. Et c'est pas un hasard aussi, j'en ai pas parlé parce que ça aurait été trop long dans les autres épisodes, mais si j'ai autant une perte de confiance en moi en amour, c'est que les 2 premières grosses relations que j'ai eues, de 15 à 17 et de 17 à 19, ont dressé le tableau. À 16 ans, je me suis fiancée et ces 2 relations, en fait, j'ai été trompée alors que c'était l'amour fou. Et je ne l'ai pas vu venir du tout. Je l'ai appris à chaque fois par hasard, soit par une autre personne, soit parce que j'ai reçu un message qui ne m'était pas destiné. Et plutôt que de réagir en me disant c'est leur faute, j'ai réagi en me disant c'est ma faute, j'ai dû faire quelque chose pour qu'on me trompe. Et donc à partir de là, ça a été la catastrophe dans toutes mes autres relations amoureuses, et cette relation avec elle, ça a été vraiment le point culminant de ces catastrophes. Après ce moment-là, ça a été la descente aux enfers pour moi. Je mangeais plus, je travaillais, du coup je pouvais plus... Ah, mais j'ai oublié tout ça. Super. En fait, quelques mois auparavant, peut-être 6 mois auparavant, je me suis blessée au poignet. Parce que là, je faisais que des remplacements à Nantes, en tant que kiné. Et je me suis blessée au poignet, mais une douleur à vomir, etc. horrible. Pourtant, il n'y avait rien. Et en fait, c'était une algoneurodystrophie. Donc, il faut faire une scintigraphie osseuse pour savoir ce que c'est. Donc, poignet gauche, qui allait du poignet au coude jusqu'à l'épaule. Et en fait, je ne pouvais plus du tout utiliser mon poignet gauche. Et donc, je ne pouvais plus travailler. Du coup, heureusement que j'avais pris une bonne assurance, une bonne mutuelle, parce que j'ai dû arrêter de travailler et j'ai été indemnisée à hauteur de ce que je gagnais, en fait, de ce que j'ai gagné l'année d'avant.
Donc, d'où l'importance des fois quand même si j'étais très jeune, j'avais 22 ans, ben voilà, algoneurodystrophie, quelque chose qui, voilà, le médecin quand il me l'a annoncé, il m'a dit ça va durer minimum 1 an. Donc je savais bien ce que c'était vu que j'étais kiné. Enfin, bien ce que c'était. Oui et non, parce qu'on ne sait pas exactement, même les professionnels de santé, même les chercheurs ne savent pas exactement ce que c'est, si ce n'est que c'est une perte de la densité osseuse. Et puis il y a un problème au niveau de la gestion des douleurs, ce qui fait qu'on ressent énormément de douleurs alors qu'il n'y a pratiquement rien. Et surtout, on nous avait jamais appris qu'il y avait des algoneurodystrophies dites froides ou du jeûne. Nous, on a toujours appris l'algoneurodystrophie chaude et donc qui venait en fait souvent en période de rééducation, donc celle qui nous intéressait le plus en tant que kiné. Et on parlait de cette maladie justement pour la prévenir. On disait que c'était une kiné trop rude, un peu trop barbare ou trop, bourrin, qui pouvait entraîner une algoneurodystrophie. Donc pour s'en prévenir et pour prévenir que cette maladie vienne aggraver l'état des patients ou ne viennent surtout retarder leur rééducation, parce que du coup ça retarde des fois de 6 mois, 1 an, il fallait vraiment travailler en douceur leur rééducation, pas forcer sur les articulations après une fracture, après une opération. Il fallait vraiment regagner l'amplitude articulaire et le renforcement musculaire en douceur. Et donc c'est bien parce que ça donnait une raison supplémentaire aux kinés de pas être des barbares et d'être gentil. Mais donc, ce qui fait que moi, j'avais jamais entendu parler, par contre, qu'on pouvait avoir une algoneurodystrophie sans que ce soit quelqu'un qui ait fait le bourrin avec notre articulation, juste en se cognant. En fait, juste en forçant un peu sur le poignet, c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai forcé d'un coup sur mon poignet, j'ai eu mal, et en reforçant de nouveau dessus, c'est là que j'ai eu des nausées tellement ça me faisait mal. Après, je pouvais plus dormir tellement la douleur était intense. Il fallait que je dorme avec mon articulation dans une certaine position. Et au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours, la douleur est devenue vraiment trop insupportable. Ça allait crescendo. Je pouvais plus ni ouvrir des bouteilles, par exemple, le bouchon d'une bouteille, ou faire quoi que ce soit de quotidien avec ma main. Et c'est surtout la nuit que la douleur était horrible. Je sentais qu'il fallait vraiment qu'il y ait une position de l'articulation particulière, et si elle était immobilisée, c'était pas bien, si elle bougeait trop, c'était pas bien. Enfin, c'était et quand je mettais mes deux mains côte à côte, elles avaient pas les mêmes couleurs. Donc ça, c'est aussi un signe de cette maladie, c'est la coloration de la peau. Elle était assez violacée, rose violacée, très rapidement comparé à l'autre qui était couleur naturelle. Donc voilà comment on reconnaît cette maladie. Et donc ce problème d'intégration de la douleur qui fait que notre système nerveux, notre système de la douleur est déréglé en fait. Comme on nous l'a expliqué, on perçoit plus de douleur que ça n'est en réalité, comme si notre corps avait été traumatisé par la douleur qu'il avait reçue au point qu'il la garde en mémoire. Maintenant, c'est comme ça que j'expliquerai cette maladie, qu'il la garde en mémoire et a du mal à la digérer. Et donc, cette douleur est constamment présente à son niveau le plus haut, à son niveau le plus limite comme au moment où on s'est fait mal. Voilà, oui, parce que sur le moment, quand j'ai forcé sur mon poignet, sur le moment, j'ai eu très mal. Mais je veux dire, ça a duré quelques secondes. Après, le cerveau prend en charge, etc. Et puis ça passe, on voit les endorphines. Mais en fait, après, ça s'est réveillé et effectivement, c'est comme si je la vivais constamment, la revivais constamment. Voilà, pour expliquer un peu plus ce que c'est cette maladie et ce que c'est en phase froide que nous, on n'avait pas du tout appris à l'école. Et pour ce qui est du traitement, autant phase chaude que phase froide, en fait, il n'y en a pas vraiment, en tout cas pas qui peut guérir. C'est un traitement qui va atténuer un petit peu la douleur, mais en fait la douleur elle se gère vraiment au quotidien, même à la minute ou à l'heure près. C'est vraiment là si on a mal, il faut trouver une position de poignet qui fait pas mal, mais ça va pas durer très longtemps. Après il faut changer. On nous avait appris que l'alternance, et c'est vrai, de chaud et de froid, plonger sa main dans l'eau chaude puis dans l'eau froide, ça soulage un petit peu. C'est vrai que en fait c'est surtout des pommades qui sont fraîches qui me faisaient beaucoup de bien, comme l'arnica frise ou des choses comme ça. Mais sinon, chez les personnes qui apparemment seraient très angoissées, auraient un terrain anxiogène, et donc on prescrit des antidépresseurs,
Bon, sauf que moi, j'en ai pris 2 jours, ça m'a tellement donné un vertige, j'ai envie de vomir. J'ai dit non, c'est pas la peine, si c'est pour être encore plus mal, c'est pas la peine. Donc j'ai carrément mis ça de côté totalement. Et ensuite, les antidouleurs, tout ce qui est alors Doliprane, à part de se bourrer de médicaments, ça fait pas vraiment grand-chose. Donc on peut passer même à la morphine, mais honnêtement, ça sert à rien. Ça sert à rien de se bourrer de médicaments, de se bourrer de morphine pour quelque chose qui est une douleur qui est complètement aléatoire et qui passe pas par le circuit classique. Donc malheureusement, c'est que le temps qui fait que ça avance. Et concrètement, on nous conseille de faire tout ce qui fait du bien, parce que c'est un terrain anxiogène, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui fait du bien au moral. Voilà, donc pour moi, c'était partir. Du coup, cette maladie, elle s'est déclarée avant qu'elle ne vienne en France. Et donc, ce qui fait que moi, ça m'a fait beaucoup de bien, cet amour, et ça m'a fait beaucoup de bien ensuite de partir au soleil. D'ailleurs, mon médecin m'avait dit, oui, ça vous fera le plus grand bien. Moi, je cautionne 100%. À la place des médicaments, partez à La Réunion, c'est clair que ça vous fera l'effet de 100 millions de médicaments, quoi. Et moi, c'est comme si les nerfs étaient à vif, c'est comme si on me plantait des crochets, des hameçons dans les nerfs et qu'on les tirait comme ça, tout le long de mon poignet, le long de l'avant-bras. C'était une douleur atroce, alors qu'il n'y avait rien. Donc on a l'impression d'être fou. Et puis du coup la plupart des gens en plus ne nous croient pas. Mais bon, heureusement que la scintigraphie osseuse peut révéler ça du coup, parce qu'au moins, au moins on m'a cru. Donc en fait, tout ce contexte-là, oui, c'est vrai. Donc je ne travaillais plus. Moi, je faisais d'autres. Du coup, j'essayais de voir d'autres. Je savais pas encore quoi faire de ma vie. Toujours pas, même si je sentais bien que kiné, c'était pas ça, mais j'arrivais pas à lâcher. Et donc, cette maladie est venue frapper à ma porte pour dire, tu sais quoi, maintenant tu vas arrêter. Tu vas arrêter, même si tu sais pas quoi faire, parce que ton corps, il en peut plus, ta psyché n'en peut plus, ton âme n'en peut plus. Parce que moi, j'étais lessivée. À la fin de mes journées, j'étais une serpillière. Je donnais tout. Je donnais toujours tout pour mes patients parce que je ne peux pas faire autrement. Je suis comme ça, je suis entière. Les gens ont beau me dire, t'aurais pu faire ci, faire ça. J'aurais eu l'impression de mal faire mon travail. Et entre la culpabilité et me vider de moi-même, de mon énergie, de mon âme, etc., je préférais la deuxième solution que la culpabilité et que le fait que les gens n'aient pas droit à des soins de qualité. Donc, bref, cette maladie est venue m'arrêter net dans mon métier. Et je la remercie, mais du fond du cœur, même si ça a été horrible de ne plus pouvoir rien faire avec mon poignet, au moins j'ai arrêté kiné. Et donc voilà, quand elle m'a dit que c'était terminé, moi je pouvais toujours pas travailler. Ma famille ne comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à me remettre de cette séparation. J'étais au fond du trou, mais j'étais une épave. En fait, j'étais un sac d'os, c'était devenu un sac d'os. Je crois que je pesais 42 kilos. Ma mère, quand elle me prenait dans ses bras, elle me dit, oh, tu me fais de la peine, je sens toutes tes vertèbres. Et en fait, j'arrivais pas, mais à tel point que après j'étais repartie dans le sud. Mon père avait voulu m'aider parce qu'il m'avait dit que lui, ça l'avait aidé pendant une de ses séparations, que d'aller voir quelqu'un qui lui avait fait cette technique qui était un peu sous hypnose en fait, sauf que c'est dommage parce que quand on n'a pas vraiment appris à faire ça, des fois on se foire. Et en fait, donc il m'a fait descendre au fond d'un trou, il m'a dit tu vas descendre au fond. Là, le désespoir, parce qu'il me dit, en gros, il n'y a qu'au fond qu'on remonte. Donc, on va faire une accélération, on va te faire aller bien au fond du trou. Comme ça, après, tu vas remonter. Oh, mais sauf que, en fait, il m'a fait aller au fond du trou. Et il me dit, maintenant, tu vas pousser pour remonter. Sauf que je suis jamais remontée. Je suis restée au fond du trou. Et il n'y avait rien. Et déjà que j'étais vraiment pas bien, là, je suis sortie de cette séance. J'avais envie de mourir, j'avais envie de me suicider. Mais vraiment, et ça m'était jamais arrivé de ma vie. Mais jamais. Et ça m'a fait peur, ça m'a fait une peur bleue. Parce que, je sais pas, du coup, pour les gens qui ont déjà vécu cet état, ça va leur parler. Pour les gens qui l'ont pas vécu, je vous demande beaucoup d'empathie, de compréhension, d'ouverture d'esprit. Parce que c'est vraiment horrible quand toute sa psyché vrille et qu'on ne voit plus aucun espoir de vie, que toutes les voies, parce qu'il y en a des dizaines de voies possibles devant soi, que toutes, il n'y en a aucune qui est porteuse d'espoir, que dans toutes, il y a de la souffrance, que dans toutes, il n'y a rien qui nous donne envie de vivre en fait, rien, plus rien.
Et, et c'est ce moment-là où on est vraiment dans un désespoir profond et, et où on pense à comment mourir en fait. C'est la première fois où je pensais à ok, comment je peux mourir. Je saute de la fenêtre, je tire sur le chauffage électrique pour m'électrocuter, je me prends un bain, je mets un sèche-cheveux. Il y a tout ça qui m'a traversé l'esprit, mais en une fraction de seconde, toutes ces images-là. Et je me sentais soulagée. Je me disais, mais en fait, ça sera le soulagement de toutes mes douleurs, de toutes mes souffrances, de toute mon errance, de tout le fait que je sais pas quoi faire dans la vie, etc. Et je me disais, mais en fait, j'ai assez profité, moi, dans la vie. J'ai vécu des belles choses, j'ai voyagé, j'ai fait la fête, j'ai eu des amis, j'ai eu des amours. Enfin, et je me disais, en fait, pourtant j'avais 22 ans, je me disais, c'est pas grave, si je meurs, j'ai bien vécu. Et là, il y a quand même une toute petite voix dans ma tête qui s'est dit, il y a un gros souci. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'est que j'ai appelé la thérapeute qui me suivait, là, Marianne. Et c'était un dimanche soir. Et donc, normalement, il n'y avait aucune chance qu'elle réponde. Et j'appelle, elle a décroché. Et en fait, elle m'a confondue avec sa fille. Elle croyait que c'était sa fille qui appelait et que sa fille qui était en pleurs et qu'elle allait pas du tout bien. Elle était là, oh, mais ma chérie, ne t'inquiète pas, etc. Et donc déjà, moi, ça m'a culpabilisé le fait de lui faire cette frayeur-là. Je suis un poil redescendue, mais un tout petit peu, de ma propre souffrance pour me dire, mon Dieu, la pauvre, elle pense que c'est sa fille. Et puis en fait, je lui ai expliqué, non, mais en fait, c'est Chloé. Elle fait, ah d'accord, mais Chloé, mais j'ai eu peur, mais en fait, c'est pas grave, en gros, je vais vous parler, enfin, ça me fait peur aussi, quelque part, donc j'ai été soulagée qu'elle prenne en considération ma souffrance et mon mal-être, parce qu'autour de moi, il n'y a personne qui la prenait en compte. Toute ma famille, voilà, mon père, etc., ils étaient saoulés, mais saoulés, c'est le mot, ils étaient saoulés de me voir comme ça, ils étaient là, ils comprenaient pas, mais oui, mais c'est bon maintenant, va falloir rebondir, va falloir faire ci, va falloir faire ça, c'est bon, la vie continue. Alors au début, on essayait un peu de me faire positiver, puis après, voilà. Mais en fait, c'est horrible parce qu'il y a personne. En fait, je ne trouvais nulle part l'empathie. Nulle part, nulle part, j'entendais, on comprend ta douleur. Nulle part. Alors que moi, c'est tout ce dont j'avais besoin, c'était de l'empathie, de la compassion. On comprend, je comprends, t'inquiète pas. On va te soutenir, notre amour va te porter, parce que moi qui portais tout le monde avec mon amour depuis des années, en fait, personne n'était capable de me porter, moi, mais personne. Et voilà, en fait, moi, il suffit que je flanche pour qu'il y ait personne. Et donc, elle m'a parlé, et je sais pas comment elle a fait, parce que honnêtement, j'étais partie pour mourir, mais vraiment. Mais en fait, toutes ces paroles, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit, ça pourra peut-être aider d'autres personnes, ou si jamais vous devez parler à quelqu'un qui a envie de se suicider, ça peut aussi aider. Elle m'a fait une promesse. Donc déjà, moi, j'ai besoin de promesses. Et elle m'a dit, Chloé, je vous promets que la vie, elle est belle et qu'elle va être belle. Je vous promets que là, vous avez encore rien vécu. Et que la vie, ça va être un rêve. Ça va être merveilleux. Ça va être plus beau que tout ce que vous avez jamais imaginé. Et là, à ce moment-là, déjà, ça m'a sorti d'un désespoir, parce que moi, c'est ça, l'envie de mourir, c'est quand il n'y a plus d'espoir. Et donc, que quelqu'un me fasse la promesse que ma vie allait être merveilleuse et encore plus belle que ce que j'avais imaginé, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça a vraiment eu un impact profond sur moi. Et elle m'a dit aussi que j'étais une belle personne, qui avait aucune raison, puisque j'étais quelqu'un de bien et avec de belles valeurs, qu'il n'y avait vraiment aucune raison pour que ma vie elle soit pas belle et pour qu'elle s'arrête maintenant. Et je lui ai dit, mais oui, mais je souffre trop et je sais pas comment et je vois pas comment et j'ai pas de rêve, j'ai plus de rêve à réaliser, je sais pas. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez trouver, ça va. Promettez-moi d'essayer encore un petit peu. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, promettez-moi d'essayer encore un petit peu. Et d'essayer encore un petit peu, ça me paraissait possible avec ce qu'elle m'a demandé, avec l'espoir qu'elle m'avait un peu réinsufflé.
ça m'a paru possible. Et elle m'a dit surtout, qu'il fallait que j'aille revoir mon père et elle me dit, dites-lui n'importe quoi, dites-lui d'annuler cette séance, d'annuler les effets de la séance, peu importe ce qu'il fait, peu importe si c'est tic, j'annule tout, machin, peu importe, mais il faut absolument qu'il annule, mais qu'il le fasse du fond du cœur, évidemment, parce que vous pouvez pas rester comme ça, il a dû toucher quelque chose de vraiment profond, de quelque chose qui vraiment qui touche à votre survie, à votre besoin de vivre, envie de vivre. Et il a touché ça et il faut totalement inverser le processus. Donc promettez-moi que la première chose que vous faites en raccrochant, c'est que vous allez lui demander. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai raccroché. Quand mon père est rentré, parce qu'il était parti faire les courses alors que il voyait bien que j'étais dans une détresse pas possible. Moi, je pense qu'il aurait jamais fallu me laisser toute seule parce que clairement, s'il n'y avait pas eu Marianne au téléphone, je pense que je serais partie. Donc du coup, quand il est rentré, je lui ai dit, et là, il m'a pourri. Et je sais pas pourquoi c'est répétitif dans ma vie. Quand je souffre à ce point, les gens, quand je leur exprime, ils me pourrissent. Mais tous les gens que j'aime, toute ma famille, ils ont toujours tous fait ça. Et les nouvelles personnes aussi. Donc là, vous vous rendez compte, j'avais subi tout ça, j'étais sortie de tout ça et j'avais juste à lui dire, s'il te plaît, tu peux inverser ce que tu as fait. C'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux inverser les effets parce que je me sens vraiment très mal? Et il m'a gueulé dessus. Il m'a dit, oui, maintenant, il y en a marre. Faut que tu te mettes un coup de pied au cul, etc. C'est bon. Il y a d'autres gens qui meurent de cancer. Il y a d'autres gens qui meurent de faim, etc. Et toi, t'es là comme une épave alors que juste pour un mec qui n'en vaut pas la peine, etc. Mais là, je lui ai hurlé dessus, j'ai dit écoute, je m'en bats les couilles des gens qui crèvent de faim, je m'en bats les couilles de tout ça, à ce moment-là c'est moi et ma vie, c'est soit, en fait là tu te rends pas compte que j'ai envie de me suicider, peut-être parce que je te parle comme ça, mais en fait j'ai hurlé et je dis moi j'ai envie de mourir, tu te rends compte que j'ai envie de mourir? Donc je m'en tape en fait de tous ces gens, oui c'est bien malheureux, mais là c'est moi, c'est pas eux. Donc si tu veux penser à eux, vas-y, mais si personne pense à moi, je m'en vais. Et je te demande juste une chose, c'est d'inverser ce putain de processus, donc fais-le. Et puis après, à un moment donné, il est redescendu et il m'a dit oui, non mais je voulais voir à quel point c'était du cinéma, mais d'accord, j'ai bien compris que ça n'en était pas. Mais jusqu'où il faut aller? En fait, ça a toujours été ça. Et si quelqu'un a une réponse à cette question, parce que c'est toujours le cas dans ma vie, pourquoi il faut que moi j'en arrive à ce genre d'extrémité pour que les gens que j'aime aient de l'empathie pour moi et de la compassion et prennent en compte ma douleur en fait, plutôt que de me dire c'est bon, il y a toujours quelqu'un qui est pire, qui souffre plus, ou eux-mêmes, c'est soit eux-mêmes, soit d'autres gens, et moi on s'en fout. Ça a toujours été ça. Donc et bon, pour ceux qui vont me répondre oui, il faut pas rien attendre des autres, je suis désolée, pour moi, toute la Terre, on est tous interdépendants. Les oiseaux dépendent des vers de terre. Les vers de terre dépendent de la Terre. La Terre, c'est les feuilles mortes qui sont tombées des arbres. Les feuilles mortes dépendent du vent pour tomber. Un arbre dépend de l'eau de la Terre. Et nous, on dépend de tout ça pour vivre. Donc, je suis désolée. La vie, intrinsèquement, on est tous interdépendants. Vous travaillez grâce à votre patron, grâce à vos clients, grâce aux gens qui veulent bien vous donner de l'argent. Donc, vous dépendez de quelqu'un dans tous les cas. On est tous interdépendants, on dépend tous de quelqu'un. La nourriture que vous allez acheter, elle est faite par quelqu'un, elle est amenée, transportée par quelqu'un. C'est un animal ou c'est un végétal qui a poussé. Enfin, qu'on vienne pas me dire il faut être plus indépendant parce que c'est vraiment de la grosse connerie. Et puis je trouve qu'on a le droit, si on peut pas compter sur les gens qu'on aime quand on va pas bien, c'est qu'il y a un gros souci. Enfin, moi, c'est ça aussi qui est très difficile pour moi. Je me sens dans une grande solitude parce que personne n'a la compassion. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être un extraterrestre et moi, j'ai de la compassion pour tout le monde, pour les gens qui souffrent, même pour des choses qu'on pourrait estimer peut-être qui sont pas très douloureuse comparée à d'autres choses. Mais en fait, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont eu le plus de compassion et le plus d'empathie,
c'est les gens justement qui ont énormément souffert. À partir du moment où les gens ont énormément souffert, mais vraiment, ils savent qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans la souffrance, peu importe, et qu'il n'y a pas de petite souffrance. On réagit tous à des événements de manière différente et on mérite tous d'être pris en considération, mais vraiment. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, mais ça m'énerve parce que du coup, je serais pas allée jusqu'à la Corée du Sud parce qu'après, après tout ça, je vais partir. Je vais enfin partir toute seule et ça va me faire beaucoup de bien parce que ça y est, je serai capable de parler anglais toute seule. Parce que j'avais rencontré en Inde dans l'équipe, donc il y avait une fille qui était coréenne et qui m'avait dit tu viens à la maison quand tu veux, donc moi je l'ai prise au mot et je suis partie en Corée et là-bas j'ai pu tout évacuer et j'ai pu enfin aussi évacuer définitivement elle parce que c'est là-bas que je me suis enfin énervée contre lui et en fait le fait de m'énerver parce qu'en fait il m'avait quittée pour une autre fille au fait. Ça, je le savais presque immédiatement après, même s'il ne me l'avait jamais dit. Et je me suis enfin autorisée à m'énerver contre lui. Puis à partir de ce moment-là, j'y ai plus jamais repensé. Et ça m'a plus jamais fait souffrir cette histoire. Bref, voilà. Tout ce que je voulais vous partager et tout ce qui avait été si douloureux à vivre et si douloureux à se replonger dedans pour en parler. Je trouve que c'est tout un tas de détails. Je me disais qui peuvent paraître peut-être inutiles, mais je trouve que je voulais de toute façon en faisant cette chaîne faire de quelque chose d'authentique, donc pas faire que du rêve, que du beau, que du machin, donc il fallait bien qu'il y ait des épisodes où c'était que la merde et là clairement cette tranche de vie c'était que la merde. C'était le sous-marin, c'était un des moments les plus bas, il y en a eu d'autres par la suite, mais lui, ça a été quelque chose de costaud parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir rééchappé à la mort, mais clairement, enfin, c'est ça. Et donc j'ai appelé ça quand on ne fait pas de tentative de suicide, mais qu'on est vraiment genre ça, s'il n'y a personne, on le fait. J'ai appelé ça une EPM, envie profonde de mourir. Parce que j'aime pas dire pensée suicidaire, je trouve ça tellement léger, c'est tellement j'y pense, mais non là c'est bien plus, c'est impérieux, il faut que ça soit maintenant, dans les 5 minutes. Donc c'est autre chose qu'une pensée suicidaire. Si jamais j'en reparle dans d'autres épisodes d'une EPM, ça sera ça. Voilà, parce que j'ai tenté à un moment d'écrire un livre qui s'appelle Le Petit Guide Anti-Suicide. Peut-être un jour je le terminerai. Et donc dedans, c'est voilà, ce genre de notions que je développais pour différencier de pensée suicidaire. Et pour moi, une EPM, c'est aussi à différencier de la tentative de suicide parce que j'ai l'impression que si on passe à l'acte, ça ne sera pas pour se rater. Alors qu'il y a certaines tentatives de suicide qui sont vraiment que des tentatives. C'est un acte de désespoir, mais au fond, la personne sait qu'elle ne va pas aller jusqu'à la mort. Elle va faire juste assez pour se faire beaucoup de mal, mais pas ne pas se rater. Et pour moi, le PM, ça précède plus le « je ne vais pas me rater », en gros. Donc l'acte final. C'est pour ça que je trouve que c'est un moment très grave. Et j'ai eu la chance que pour la première fois que ça m'arrive, ça a été tellement bien géré par une personne extérieure et la présence d'esprit, vraiment une fraction de seconde de me tourner vers cette personne. Et ce qui fait que maintenant, quand ça arrive de nouveau, parce que ça est arrivé, je sais ce que c'est et je sais que c'est réversible. Donc, de savoir que c'est réversible, déjà c'est un gros point qui est important. Le deuxième point qui est vraiment, vraiment important, moi donc j'ai eu la chance d'avoir Marianne à ce moment-là parce que j'avais eu personne d'autre. Et après, dans la vie, j'ai eu la chance de rencontrer mon meilleur ami. Donc le deuxième point, c'est donc d'avoir, comme on appelle, une personne ressource. Et c'est une personne qui vous connaît assez bien
et qui vous comprend et qui aura l'empathie nécessaire, qui ressentira vraiment votre souffrance sans la diminuer, sans la juger, sans vous dire vous devriez pas souffrir. Non, elle va vraiment la prendre en considération, et donc il faut avoir une personne ressource qui vous prend en considération tout simplement. Bon, vous me direz, ça devrait être la base, ça devrait être la base. Vos amis, votre famille devraient vous considérer, mais si ça n'est pas le cas, il faut trouver cette personne. C'est vraiment important parce que un jour férié, la nuit, il n'y a pas toujours quelqu'un de disponible. Un professionnel de santé ne sera pas disponible, d'où l'importance de personnes ressources. Et si en dernier recours aussi, il y a des numéros comme ça s'appelle pas SOS Suicide, ça s'appelle SOS Amitié, et c'est vraiment des gens qui, quand vous êtes dans une extrême solitude et dans une extrême souffrance, sont très à l'écoute. J'ai fait appel 2 fois à eux par la suite, et ça a été vraiment très utile, vraiment très bien. Voilà. Bon, je vous embrasse, et puis du coup à la prochaine pour le départ en Corée, et puis ensuite pour le grand départ. Enfin, on va y arriver à ce grand départ. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis bon courage à tous ceux qui peut-être même ont une maladie qui va les faire changer de travail. Je croise les doigts parce que normalement ça sera pour le mieux, vous verrez. Pour tous ceux qui sont vraiment au creux. Mais même si vous voulez venir me parler, moi ça me fera plaisir, parce que peu importe à cause de quoi vous souffrez, moi je vous comprendrai. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.